On poursuit et on termine cette matinée de cette 8e édition avec un autre beau projet, celui de Jean-Marc Bourniquel. Président et fondateur de JMB Conseil et membre aussi du cluster eau et climat, la récupération et l'utilisation des eaux de pluie de toiture à l'échelle d'une commune. Il y a un projet en cours à Folie-Héronne qui s'appelle Foulot. Alors Jean-Marc, on te laisse la main aussi, sachant qu'on l'a constaté, et M. Berthomeu l'a dit tout à l'heure aussi, bien, c'est pas qu'il y a moins de pluie, mais les pluies sont plus intenses, ça on le constate déjà, et donc d'où l'intérêt de récupérer l'eau des toitures. Alors comment on fait? On peut applaudir Jean-Marc, oui, merci. Bonjour à tous, et merci de m'accueillir à cette heure-ci. Je vais essayer de rebondir également sur les propos des précédents intervenants qui ont grandement alimenté les sujets que je vais aborder. Alors moi, le sujet, effectivement, c'est le projet Foulot que Mathieu a présenté, mais c'est surtout, je voudrais revenir sur un concept que me rabâche sans cesse Jean-François, et il a raison de le faire, c'est qu'on parle souvent de dérèglement climatique, mais surtout, ce que l'on constate dans les faits, c'est le réchauffement climatique. Et ça, c'est une vérité. Il l'a montré par l'ensemble des valeurs et des indicateurs qu'il suivent au niveau de la CMG, et effectivement, c'est une vraie réalité à laquelle on est confronté. Et effectivement, moi, je vais aborder le sujet de la culture de l'eau, cultivons l'eau de pluie, pour justement renaturer les parcelles de terrain et voire même les territoires. Alors d'abord, avant d'aborder le sujet du projet Foulot, je reviens sur quelques constats que l'on partage tous, qu'on a déjà partagés avec les différents intervenants. Effectivement, nous sommes confrontés à un réchauffement climatique et bien sûr, malheureusement, ce réchauffement climatique entraîne un stress hydrique que l'on constate tous et qui est très préjudiciable à la végétation d'une manière générale. On a depuis 2 années, mais les années antérieures, on peut le constater également, on a de nombreux préfets en métropole qui ont pris des arrêtés de sécheresse, donc nous restreignant en quelque sorte dans l'usage de l'eau, notamment pour l'arrosage des jardins, pour l'arrosage des végétaux. Il y a eu pas moins de 95 départements frappés de restrictions en 2022, et il y en a eu près de 80 en 2023. Et je pense que malheureusement, avec le réchauffement prévisible sur les prochaines décennies, on ne va pas réduire ce nombre-là. Autre constat un peu désagréable, cela a déjà été dit, nous sommes confrontés à une imperméabilisation des sols que nous avons tous engagée dans l'aménagement des villes de manière générale. Et effectivement, cette contrainte-là fait que la recharge des nappes a été limitée. Jean-François me parle souvent de 20 à 30% à peu près d'eau qui s'infiltre dans le sous-sol, alors qu'on a une quantité d'eau phénoménale qui nous tombe régulièrement sur la tête. Donc, quelque part, c'est un peu dommage d'en être arrivé à une telle situation. C'est quand même un constat un peu alarmant. Mais derrière ces mauvaises nouvelles, il y en a de bonnes. Elles ont été dites également. On a toujours autant de pluie, mais avec une variation dans l'intensité et dans le temps, effectivement, de ces pluies-là. Mais on constate que sur notre belle région du Lot-et-Garonne, on a plus de 700 mm en moyenne, si l'on constate les moyennes de pluie qu'on a pu enregistrer de ces dernières années. Et même s'il y a quelques grincheux au niveau des législateurs aujourd'hui, qui remettent en cause certains principes, on a une réglementation qui est très favorable à la récupération des eaux de pluie de toiture. Il faut savoir que l'arrêté qui régit, d'abord il y a la loi sur l'eau qui régit de 2006 qui régit l'autorisation de récupérer l'eau de pluie de sa toiture, et un arrêté qui a été établi le 21 août 2008 qui, lui, précise dans quelles conditions on peut récupérer et pour quel usage. Je vais le détailler par la suite. Donc, quelque part, aujourd'hui, en l'état actuel de la réglementation, on a la possibilité, effectivement, de maîtriser totalement les eaux de pluie qui tombent sur sa parcelle. Je rappelle précisément que le Code civil, dans un de ses articles, précise que toute l'eau qui tombe sur son fond vous appartient, de manière générale. Je pense bien sûr de maisons sur un terrain. Et la seule contrainte que vous avez de la part de ce Code civil, c'est de ne pas générer par l'écoulement des eaux que vous ne pouvez pas maîtriser sur votre parcelle, sur les fonds inférieurs. Voilà. Mais sinon, toute l'eau, si vous pouvez la stocker, la réutiliser, l'infiltrer, personne ne peut vous l'interdire. En l'état actuel des choses, bien sûr. Alors, la commune de Folie-Héronne a pris l'initiative de se lancer dans un projet qu'elle a baptisé Foulot,
en répondant à un appel à projet qui a été lancé à la fois par l'Agence de l'eau d'Or-Garonne et par la région Nouvelle-Aquitaine, appel à projet qui a été lancé courant début 2022. Et ils ont eu l'opportunité d'être retenus sur un projet qui effectivement vise à récupérer l'eau de pluie de toiture à l'échelle de chaque parcelle, mais également sur les bâtiments communaux et également tous les bâtiments des entreprises et des institutions qui sont implantés sur Foulayronnes. Donc l'objectif, c'est vraiment de récupérer l'eau à l'échelle de l'ensemble du territoire de Foulayronnes, qui est un territoire qui fait plus de 28 km², qui est assez grand. Utiliser cette eau de pluie de toiture, bien évidemment, et bien sûr la restitution naturelle de deux manières, soit avec la capacité de l'infiltrer là où c'est possible. On sait bien que sur Foulayronnes, on a quand même des zones argileuses par endroits, donc ce ne sera pas nécessairement possible partout. Là où ça ne sera pas possible, l'eau s'écoulera dans les réseaux canalisés qui existent déjà, qui malheureusement viennent on dirait, surcharger les réseaux de la Garonne. Alors la démarche qui a été engagée donc, depuis quasiment septembre 2022 s'est déroulée de la manière suivante. Donc, de manière assez classique, un recueil de données, un état des lieux, bien sûr. Surtout, dès le départ, une analyse de la sensibilité des habitants, des entreprises de Foulayronnes pour savoir de quelle manière ils appréhendaient ce type de projet. Parce qu'on n'est pas dans des projets innovants. Hein. Je pense qu'on a tous autour de nous des arrière-parents qui ont fait du stockage d'eau. Moi, j'avais mon grand-père qui avait une cuve en béton et où il récupérait de l'eau et ça servait également pour l'arrosage ou alors le lavoir. C'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, le sujet de la récupération d'eau de pluie de toiture n'est pas un sujet innovant en soi. Aujourd'hui, il prend une forme intéressante parce qu'on a à la fois des fabricants, des installateurs, des prescripteurs qui commencent à s'intéresser au sujet et qui commencent à le professionnaliser. Et on voit donc sur le marché des équipements qui sont tout à fait... je ne parle pas des équipements que vend le Roi Merlin ou au Castorama, qui sont des petites cuves de 200-300 litres, mais là on a des vrais équipements consistants, avec des stockages de plusieurs mètres cubes, avec des dispositifs d'interconnexion avec les réseaux d'eau potable, enfin, vraiment des infrastructures qui sont tout à fait adaptées pour se lancer professionnellement et de manière sécurisée dans la récupération et l'usage d'eau de toiture. Bien entendu, cette étude a abordé l'évaluation des besoins en eau, l'établissement des prescriptions techniques, ce qui fallait cadrer bien sûr ce projet-là. On est allé jusqu'à négocier des accords cadres avec des fabricants et des fournisseurs de matériel, avec éventuellement des entreprises, parce que bien entendu, quand on s'attaque à la récupération des eaux de pluie de toiture, évidemment, on a d'un côté les vrais bricoleurs qui veulent seulement acheter le matériel et l'installer eux-mêmes, et puis on a de notre côté les gens qui veulent faire confiance à une entreprise pour faire une installation clé en main. Donc on a essayé de prendre en compte tous ces paramètres, et bien entendu on a chiffré les coûts, on a même imaginé ce que pourrait être une organisation, puisque quand on parle de récupération d'eau de pluie et de toiture, on est dans une compétence qui échappe au service de l'eau potable, qui échappe au service de l'assainissement d'une certaine manière, et qui relève en gros de l'initiative des particuliers. Et une commune peut très bien se pencher sur le fait de dire je vais essayer de gérer à l'échelle de mon territoire communal cette récupération d'eau de pluie et de toiture pour soit aider les particuliers à avancer sur le sujet, soit éventuellement, pourquoi pas, sur le domaine public, organiser des projets, on le verra par la suite, collectifs. C'est en cela que, je voudrais simplement dire ça en aparté, on travaille étroitement avec l'Agence de l'eau d'Or-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine, et au départ, l'idée d'accompagner financièrement les particuliers dans ces démarches-là était quasiment, je dirais, impossible, puisque ces organismes n'aident pas les particuliers en direct. Par contre, dans l'idée qu'une commune s'empare d'un positionnement comme maître d'ouvrage délégué par mandat, permet justement aux particuliers de bénéficier de subventions à hauteur de 50%. C'est quand même une nouveauté, et cela veut dire clairement qu'on va pouvoir, au moins sur Foulayronnes, il est prévu de faire une grande réunion publique en janvier au Galion, lancer en quelque sorte cette présentation d'organisation pour justement trouver des volontaires qui vont s'engager sur le terrain et avancer sur ce sujet-là. Enfin, bien sûr, classiquement, un rapport final
et un guide pratique qui a été établi et qui sera donc distribué courant janvier à l'ensemble des Fouleyronnais. Je vais avancer juste un peu. Donc, le territoire de la commune, bien sûr, très étendu, 28 km². Les objectifs qu'on s'était donnés dans cette démarche, outre le fait, bien sûr, de capter, de collecter l'ensemble de ces zones de pluie de toiture, c'est de mesurer aussi les impacts sur les prélèvements de ressources en eau potable. Parce que, bien évidemment, on va le voir également de suite après en détail, dès que l'on récupère de l'eau de pluie pour des usages qui aujourd'hui sont satisfaits par de l'eau potable, on va immanquablement avoir un impact sur la réduction de la consommation au robinet, de manière générale. Donc quelque part, et ça vient quelque part soulager les prélèvements sur les ressources en eau, dont on sait qu'elles sont malheureusement un peu atteintes par les effets de sécheresse et de stress hydrique. On réduit aussi l'impact des ruissellements d'eau pluviale. Plus on retient l'eau à l'amont, puisque Fouleironne est à l'amont, je dirais, des écoulements superficiels, plus on va réduire les impacts sur les réseaux pluviaux et on va réduire également les impacts sur les effets d'inondation sur certains points bas. Donc ça a des effets bénéfiques aussi sur cet aspect-là. Et bien entendu, à partir du moment où on dispose d'eau sur sa parcelle et que même s'il y a un arrêté de restriction du préfet, on peut malgré tout arroser, ce qui n'est pas le cas quand on est en mode restriction, on se retrouve là avec du pain béni qui est de fait de dire je vais bien pouvoir planter ou faire favoriser le développement de mes végétaux. Et voilà, quelque part, je suis vraiment dans le sujet de la renaturation de mon jardin, de manière générale. Et bien entendu, ça a été dit maintes fois par des gens plus spécialisés que moi, qui dit végétation, dit biodiversité et installation d'une biodiversité très large et très sereine. Alors, en quoi ça consiste ? Vous avez certainement déjà vu cela. C'est très simple, on récupère l'eau de la toiture, on vient la stocker dans une cuve qui peut être souterraine ou aérienne, mais toujours avec des volumes conséquents, supérieurs à 3 à 4 mètres cubes à minima. Et bien entendu, à partir de cette eau stockée, on a les usages autorisés, que sont tous les usages extérieurs à la parcelle, bien entendu, arrosage, nettoyage de terrasses, correction de remplissage de piscines, pour ceux qui ont des piscines, ce n'est absolument pas interdit. Et bien entendu, en des usages internes, et là ils sont un peu plus ignorés, mais ils sont autorisés depuis 2008, c'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit, moyennant certaines contraintes qui sont clairement édictées dans l'arrêté de 2008, d'alimenter vos WC avec de l'eau non potable et d'alimenter votre lave-linge. Voilà, ce sont quand même des usages autorisés, sous réserve de respecter un certain nombre de précautions. Voilà un petit peu la grille de consommation en moyenne au niveau national. La répartition de vos consommations d'eau par habitant. Vous voyez, la répartition se fait, on ne prélève pour l'eau de boisson au sens strict que 1% de l'eau du robinet, 6% pour le nettoyage d'hiver, 6% à l'arrosage, lavage de voiture. Même si le lavage de voiture n'est pas complètement autorisé par le règlement départemental sur votre parcelle, logiquement, c'est plutôt sur les centres professionnels, mais bon, il y a une tolérance. 6% pour la cuisine, 10% pour la vaisselle, 12% pour la lessive, 20% pour les WC, vous voyez que c'est un poste important, et 39% les bains et les douches. Ce qui veut dire que les usages autorisés par l'arrêté de 2008, ce sont exactement les usages extérieurs, c'est-à-dire les 2x6, nettoyage et arrosage, et les 32% d'usages intérieurs, que sont la lessive et les WC. Donc ça porte à 44% le volume qui aujourd'hui est autorisé à être prélevé sur l'eau de toiture. Ça paraît phénoménal comme situation, mais ça n'a pas incité pour autant les particuliers à se jeter sur ces solutions-là. Depuis 2008, c'est quand même pas d'hier, pour la bonne et simple raison qu'effectivement, dès le départ, sur les lois de finances de 2009-2010, ont instauré un crédit d'impôt qui était incitatif pour permettre aux gens de se lancer et d'investir, parce que c'est un investissement moyen qui pèse entre 5 000 et 8 000 euros, suivant les usages que l'on veut faire de cette eau. Et donc, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de candidats, et ces mesures, disons, de cette loi de finances ont été abandonnées. Et donc, depuis 2012, les particuliers ne sont absolument pas aidés financièrement. Donc, effectivement, ça restreint un petit peu le champ des possibles, alors que dans le cadre réglementaire, c'est possible. Donc ça, c'est simplement un constat.
Voilà un petit peu, en termes de volume, vous voyez un petit peu pour des consommations classiques à 120 mètres cubes par an, pour un foyer de 3 à 4 personnes ou à 160, 200, l'économie, en termes d'impact, vous pouvez faire, donc de 52, 70, 80 mètres cubes, c'est quand même pas négligeable pour pouvoir effectivement, d'une part, alléger votre facture, mais aussi avoir des usages pérennes et réguliers pour arroser votre jardin. Alors, que peut-on attendre de cette démarche? Bien évidemment, elle a été structurée de manière à pouvoir disposer de prescriptions techniques avec des schémas très précis sur ce qu'il faut faire et pas faire. L'accès à des financements publics, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où une commune se positionne comme maître d'ouvrage délégué par mandat, elle peut faire aider financièrement les particuliers. Donc c'est quand même un effet d'aubaine qui est assez intéressant. La région est plus mitigée sur le sujet. Autant la région va aider financièrement, on va dire, l'accompagnement et l'organisation du service que veut bien mettre en place la commune. Par contre, elle ne financera pas les particuliers. L'agence va au bout du bout. Elle finance l'accompagnement et elle finance les particuliers. C'est quand même intéressant à savoir. Sauf que son plan d'aide, je parle de l'agence, se termine en 2024, c'est la dernière année. Donc c'est encore valable pour 2024. Point d'interrogation pour le programme suivant. On peut imaginer qu'ils ne vont pas abandonner le sujet, mais on espère vivement qu'ils vont le pérenniser. Bien sûr, une liste d'artisans agréés, avec bien entendu des accords cadres signés avec des fournisseurs de matériaux, l'économie sur la facture, et puis bien sûr l'affranchissement des contraintes liées aux restrictions. C'est immanquablement un niveau de confort qui est quand même intéressant d'avoir. Voilà un petit peu le type de schéma qu'on va retrouver donc dans le guide. Le guide, je ne peux pas vraiment vous le présenter parce qu'il va être officiellement présenté devant les Fouleyronnais donc courant janvier, mais je voulais simplement en parler un peu avant. Donc ce guide permet vraiment de disposer de toutes les mesures techniques, réglementaires, chiffrage de coûts, prescriptions techniques, de manière à pouvoir vraiment se lancer dans ce genre de projet avec les meilleures garanties. Donc voilà le schéma classique d'une personne qui voudrait s'engager dans tous les usages que j'ai cités tout à l'heure, à sa fois usage externe et usage interne. Il serait donc dans l'obligation, bien sûr, de récupérer ces eaux de toiture, de les stocker dans une cuve qui serait aérée, qui ensuite, équipée d'une pompe, permettrait d'alimenter une borne d'arrosage qui est située sur la gauche, en dehors de l'habitation, mais également un dispositif de séparation eau de toiture, eau potable, parce qu'on peut imaginer qu'à certaines périodes de l'année, on peut éventuellement avoir une cuve qui n'est pas assez remplie, on a un besoin éventuel, pourquoi pas les WC ou le lave-linge, il faut effectivement pouvoir avoir le recours à l'eau potable, et l'arrêté de 2008 précise complètement dans quelles conditions, en gros, la rupture ou la disconnexion entre l'eau potable et l'eau de pluie doit être organisée. Donc, les ouvrages prévus au point 3, en gestionnaire d'eau de pluie, prévoient ces choses-là. Et ensuite, bien sûr, usage interne. Alors, il faut savoir que pour l'alimentation des WC, il y a obligation de mettre en place un compteur et que l'index pris sur ce compteur doit être diffusé, doit être donné annuellement au service, au gestionnaire du service, qu'il soit public ou qu'il soit privé, peu importe, de manière, bien sûr, à être facturé de la redevance assainissement. C'est normal puisque les eaux usées reviennent au système d'assainissement et c'est logique que la contribution soit rémunérée. Pareil pour, bien sûr, le lavage du linge. À l'intérieur de toutes les canalisations qui rentrent à l'intérieur d'une habitation sont des eaux non potables et qu'il faut que si elles sont apparentes, qu'elles soient marquées eau non potable. Jusqu'au moment de la prise sur l'ouvrage, c'est quand même fondamental. Il faut savoir aussi que c'est pour ça que cet arrêté était très bien fait, puisqu'il a permis de cerner complètement tous les aspects. Il faut savoir que le service de l'eau et de l'assainissement sont habilités, si par exemple ils sont amenés à constater un dysfonctionnement ou une non-restitution d'index, à aller donc requérir auprès du particulier pour lui rappeler les règles et bien entendu éventuellement faire stopper l'installation si elle ne respecte pas les conditions d'exploitation. Voilà un petit peu. Donc voilà la page de garde du guide avec un slogan que j'ai piqué dans une rue littéraire qui m'a vraiment beaucoup plu, « Cultivons l'eau ». Apprenons à cultiver l'eau. Pour moi, c'est une manière assez ludique de se lancer là-dedans.
Et on a vu qu'effectivement, une végétation qui a besoin d'eau, on a dit qu'il fallait la laisser s'épanouir. Et il faut peut-être compléter ça avec le fait de dire on a aussi de l'eau qui nous tombe sur la tête, ben cultivons-la et mettons-la au service de cette végétation qui ne demande qu'à vivre, à s'épanouir. Donc les perspectives sont nombreuses. Alors effectivement, au niveau des particuliers, ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est une opportunité de réduire la facture, d'avoir un usage pérenne de l'eau sur ses propres plantations, éviter je ne pas être contraint à ne pas arroser, c'est quand même important. Jean-François l'a dit à plusieurs reprises. Plus on arrose, disons, en période de chaleur, mieux on rendra la vie meilleure autour de la maison. Donc quelque part, il y a même un objectif de santé quelque part. Je veux dire, on pourrait presque dire que le fait de ne pas être privé d'arroser nos espaces verts autour de nous ou dans le domaine public, ça relève presque de la santé publique, quelque part. Donc il faut aussi ne pas avoir peur de le dire. Ensuite, au niveau des entreprises et des collectivités. Alors là, il y a une autre dimension, parce que si je prends le cas de Fouleyrode, par exemple, pour ceux qui connaissent, il y a un lycée technique, il y a le SDIS qui est implanté, il y a l'IFTS qui est implanté, il y a de grands bâtiments avec des grandes surfaces de toit, il y a un gymnase de l'agglomération d'Agen qui est également sur place. Toutes ces surfaces de toit offrent des capacités de collecte d'eau de pluie qui sont phénoménales. Or, si on ramène la capacité de collecte de ces grandes toitures par rapport, je veux dire, aux usages qu'ils peuvent en faire, c'est-à-dire à la limite alimenter les WC, par exemple, je pense au galion, par exemple, ça peut être envisageable, mais ils ne vont prendre qu'une toute petite fraction de l'eau qui est récupérée. Donc, ce qui veut dire que par rapport aux pluies qui ne sont pas prêtes de s'assécher ou de se réduire, on a là un volume d'eau conséquent, et toutes les communes ont des grandes surfaces. On en a une sous notre tête, là, qui est en capacité de récupérer beaucoup d'eau. Donc on peut envisager des trames bleues, c'est-à-dire on peut organiser sur le territoire des stockages successifs aménagés sur le terrain qui seraient alimentés en continu par ces eaux-là. On pourrait travailler sur le multi-usage de ces eaux stockées en surface. Ça pourrait être tout d'abord un bassin d'agrément. Il y en a un à Fouleyrode qui s'appelle Flotis, qui est très fréquenté et qui permet aux gens de venir se balader tout autour du bassin. Bon, c'est un bassin qui est alimenté partiellement par de l'eau de pluie et par de l'eau qui vient du lac de Talive, qui sert également à l'arrosage des espaces verts. Donc Fouleyrode avait déjà cette vision de partage, disons, des usages de l'eau entre l'agriculture et l'arrosage d'espaces publics. Donc on peut envisager de maîtriser cette eau, de la cultiver et de la conserver, de la garder pour tous ces usages-là. Et puis, ça a été dit par Stéphane, les trames vertes, relier les forêts, rebâtir des forêts en quelque sorte pour... Alors c'est vrai que Toulouse est un exemple urbain, mais pourquoi pas dans nos belles communes de l'agglomération d'Agen avoir ce même objectif, c'est-à-dire effectivement de replanter des forêts et de les planter intelligemment grâce à cette eau que l'on va stocker, que l'on va amener en termes d'irrigation et qui va permettre justement l'évolution normale de cette végétalisation qui manque par endroits. Donc c'est aussi un usage, et puis on peut élargir l'usage, la défense incendie. J'ai rencontré les responsables du SDIS à Fouleyrode. Évidemment, il y a le réseau qui permet d'assurer la défense incendie, c'est un fait, mais pas partout. Il y a des fois des canalisations qui sont de faible diamètre, qui ne peuvent pas apporter les débits nominaux. Il y a des mares qui ont été aménagées avec des accès, ça existe aussi. Il y a des bâches souples, on les voit fleurir un peu partout sur les extrémités où le réseau ne peut pas satisfaire la défense incendie. Mais à un moment donné, ils m'ont dit effectivement, si on a nous un accès solide, c'est-à-dire un plan physique en béton qui nous permet de mettre, excusez-moi l'expression, à cul un camion qui vient s'alimenter en eau pour une défense incendie pour un sinistre proche, ben pourquoi pas, on le prendra et on l'inscrira dans le plan, dans les outils qui sont mis à notre disposition pour lutter contre les incendies. Donc quelque part, il y a une porte d'ouverture aussi sur ce sujet-là. Et Dieu sait que, et sans parler également des pêcheurs ou de la biodiversité qui immanquablement, grâce à ces eaux stockées en surface, vont obligatoirement s'épanouir. Alors je terminerai sur ce mot de la fin, dont je ne suis pas l'auteur. Voilà, l'humain est la cause du réchauffement climatique. Je pense qu'on peut quand même le dire un petit peu, même si quand même il y a d'autres éléments. Mais il a aussi le pouvoir de l'atténuer en cultivant l'eau de pluie qu'il peut récolter localement. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Merci.
Merci Jean-Marc. Juste peut-être, moi j'ai une question aussi. Donc on voit là comment on réutilise l'eau de pluie sur les toitures à l'échelle d'une parcelle. C'est donc possible aussi à l'échelle d'un territoire si on veut qu'il puisse être réinjecté après dans un réseau par exemple. Complètement. On raisonne souvent à la parcelle, ce qui est un droit et un fait, mais on s'aperçoit que quand, comme je l'ai dit, on a de grandes surfaces qui offrent des taux de collecte, des volumes de collecte importants, on peut les mettre à la disposition du collectif. Et donc, à la disposition du collectif, ce sont des projets d'aménagement urbain ou ruraux, peu importe, qui vont venir occuper les espaces possibles pour à la fois stocker et à la fois planter. Penser aux forêts, parce que quelque part, c'était quand même une manière assez ludique, disons, de revégétaliser. Je pense qu'il y a une place pour cela. Merci. Si vous avez des questions, c'est le moment aussi de les poser à Jean-Marc. Eh bien, notre Jean-Marc, c'est M. Gilly, maire d'Estillac aussi. Je vais venir avec le micro, ce sera plus facile. Jean-Marc Gilly, donc maire d'Estillac. Merci Mathieu. Oui, on a beaucoup parlé d'eau et de réserve, de garder l'eau de pluie. Et Jean-François Berthoumieux m'a convaincu il y a 40 ans. Déjà, il commençait à me faire la morale il y a 40 ans. Donc, alors, est-ce que c'est pas le moment, avec la COP et toutes les interventions qu'on a eues et vos actions, c'est bien beau de faire des cuves, bien sûr, et j'adhère complètement. Il faut aussi convaincre qu'il faut refaire des lacs, il faut refaire des réserves, et dans les collectivités, partout, des lacs qui servent de bassin d'écrêtement quand on est de fortes précipitations, et en même temps, et garder des lacs en eau, donc avec 2 niveaux possibles, un écrêtement pour les fortes intensités et une partie tout le temps en eau, et ça pourrait fleurir partout. On garderait notre eau, surtout dans nos communes proches de Garonne. Et ça, voilà, on est par exemple, je cite l'exemple d'Estillac, on est en passe de faire une ferme pédagogique avec un bassin où on veut vraiment, alors le bassin, on va l'intituler, on va pas l'intituler lac, on va dire bassin d'écrêtement des eaux de pluie, des serres qu'on va créer. Parce que sinon, on n'aura jamais l'autorisation de faire un bassin, alors qu'on veut faire un poumon vert de 6 hectares. On a commencé déjà à mettre des jalons, on sait qu'on va avoir des pires difficultés pour faire un bassin. Alors on va l'appeler bassin d'écrêtement, on va y arriver. Mais ça, partout, dans toutes les communes, surtout en bas de coteaux, en bas de bassins versants, on pourrait en faire partout. Enfin, partout. Et en plus, comme tout ce qui a été dit, ça permet de recréer un espace vert, un poumon vert, de planter, d'avoir l'arrosage, d'avoir la fraîcheur. Et je disais, en plaisantant, on va faire toutes nos communes périurbaines, on pourrait rafraîchir la ville d'Agen. Bon, après, c'est de l'humour, mais même dans nos petites communes, on a la possibilité de faire des choses, et au niveau des particuliers, des paysans, on a encore du mal à faire passer, et on sait la difficulté qu'on va avoir à faire tous ces bassins de réserve. Alors, je crois que Jean-François Berthoumieux va vous répondre. 45 ans même. Tu as oublié de dire les nappes. Estillac, le passage, Boé, on est sur les anciens méandres de la Garonne et on a sous nos pieds un lieu potentiel. Alors, je veux pas être, comment on peut dire ça ? Je vais pas être mesquin, mais pourquoi on a créé le cluster eau et climat ? C'est Henri Tandonnet qui nous a dit il faut travailler sur l'eau. Et je lui ai dit l'eau ça existe, faisons l'eau et le climat. Mais moi, en arrière-pensée, fils d'agriculteur, il y a longtemps que mon père a été obligé d'irriguer dans des lieux où l'eau coulait de la montagne noire. Et donc, ce qu'on se rendait compte il y a 30 ans, il y a 20 ans, c'est que les agriculteurs tout seuls étaient contre la majorité qui ne bougeait pas par rapport à l'eau. Et donc, quand ce matin, j'ai entendu Jean-Marc Bourniquel nous dire il y a des décrets, il y a l'eau qui vous appartient sur la terre, il y a juste quelque chose qu'il voudrait rajouter, pense à irriguer la maison. Tout à fait. Avec l'eau. Et comme ça, Marcel Calmette, il aura moins de problèmes de fissures. Figure-toi que je te coupe justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer un acteur économique sur Foléronne, et elle m'a dit, mais moi, mon grand-père n'avait justement pas mis de gouttière pour que l'eau
de pluie s'écoulent le long de la façade et viennent humidifier les sols argileux, qu'on en a sur tous les contreforts de la Garonne, justement pour limiter les problèmes de déstabilisation et de fissuration. Tu vois, donc quelque part, c'est ancré dans l'histoire. Et donc, moi, cette COP 47, 8e édition, confirme, Claude, qu'on avait raison d'aller taper à la ville pour dire, voilà ce qu'on pense qu'il faudrait faire pour s'adapter au réchauffement climatique, tous ensemble. Et donc, quand tu nous as dit plantons des arbres autour, ben, je pense à Pierre qui est là-bas. Lui, c'est pas des arbres, c'est du maïs. Mais ce maïs sur Boé, il vous climatise. Et donc, on est en train aujourd'hui de voir qu'on a besoin les uns des autres et qu'on a besoin d'exister tous ensemble pour qu'en plein été, on vive plutôt dans l'oasis que dans le désert. Maintenant, la suite, hein, ça sera peut-être aussi un travail politique. Je voudrais quand même répondre. Oui, est-ce qu'on a une dernière question Gély, après. à M. Gély, j'ai quand même deux éléments. Je pense qu'il y a un point important. Certes, on est confronté à une réglementation, mais j'ai appris dernièrement, je ne sais pas si Hubert est encore là, il est là, voilà, il pourrait d'ailleurs en parler bien mieux que moi, c'est qu'effectivement, la construction de bassins à ciel ouvert obéit à des règles soit de déclaration, soit d'autorisation, avec des niveaux d'instruction différents. Mais il m'a appris tout simplement qu'il existait un niveau inférieur. Hein, je vais peut-être te laisser la parole si tu veux vraiment mieux exprimer que moi, c'est-à-dire en dessous de 1000 mètres carrés. C'est ça, en dessous de 1000 mètres carrés, on peut construire des bassins de moins de 1000 mètres carrés simplement dans un acte déclaratif qui relève de l'urbanisme, tout simplement. Donc sans avoir besoin d'instruire quoi que ce soit, il y a peut-être une information à passer à la DDT, mais l'essentiel se passe au niveau de l'urbanisme, voilà, sans contrainte particulière. Bon, on va dire 1000 mètres carrés, on peut stocker 2-3 000 mètres cubes. Ça peut se multiplier aussi. Non, mais j'essaie de voir quelles sont les contraintes éventuelles qu'on peut lever si éventuellement on veut avancer par petits pas. Après, bien entendu, dès qu'on est sur des volumes plus grands, c'est soit la déclaration, soit l'autorisation. Et là, bien évidemment, c'est une démarche beaucoup plus lourde et contrainte. Alors une question dans la salle, ce sera la dernière. Après on aura quand même quelques minutes aussi à la fin de la matinée pour que vous puissiez intervenir et poser vos questions. Monsieur, vous avez une question? Alors c'est pas vraiment une question. Je fais partie de la commission GEMAPI, donc je pense que tout le monde sait à peu près qui c'est. Pour les plus jeunes, c'est la commission qui s'occupe des inondations entre autres. Et je suis un élu de Pressas, donc sur les coteaux. Hein, très en hauteur, et mon maire m'a dit va sur cette commission, nous on n'est pas concernés, et puis voilà, par les inondations en tout cas. Mais c'est vrai que je me suis trouvé confronté en fait à un regroupement disons principalement de maires qui étaient des maires gestionnaires de communes en bordure de la Garonne. Et moi, je me suis évertué à essayer de dénoncer le fait de mettre tous les budgets, on gère des millions d'euros, et de mettre tout l'argent pour surélever ou consolider les bords de Garonne et en particulier les digues, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est, puisque moi je pense qu'effectivement, comme on le dit ici, c'est mieux d'essayer de capter en amont, donc sur les coteaux, de capter l'eau, de la conserver, de la garder, de la stocker d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de façons. Les haies sont une des façons de le faire, il y en a beaucoup d'autres. Et effectivement, alors c'est une dénonciation que je fais, c'est que la commission GEMAPI est composée principalement de personnes qui ont le pouvoir et principalement de gens qui veulent se protéger. C'est bien normal, c'est naturel de pouvoir se protéger. Mais en même temps, on ne regarde pas à long terme, quoi. C'est ça le problème. Voilà, d'où l'intérêt de travailler tous ensemble, comme le disait Jean-François. Merci, monsieur, pour votre intervention. Jean-Marc, en une minute. Oui, une réaction. On va appeler Nathalie après. Vous avez raison, mais je pense qu'il faut effectivement... Il y a de la légitimité dans les deux camps. Protéger les habitations par rapport aux inondations, c'est quand même légitime et normal. Mais après, penser sur du moyen long terme, justement en essayant de retenir les eaux et de les utiliser, c'est le bon sens. Donc effectivement, il faut combiner les deux approches. Mais je pense qu'on a un terrain de jeu là sur la rétention d'eau et la récupération d'eau et l'usage de l'eau, et l'infiltration là où c'est possible, parce que je pense toujours à ce que me disait Jean-François, on n'infiltre pas assez l'eau dans le sol, parce que derrière, il y a des nappes et on pourrait éventuellement les exploiter. Donc essayons de renforcer artificiellement l'exploitation
l'infiltration de ces eaux. On a d'ailleurs, au niveau du cluster, un projet beaucoup plus ambitieux qui est déjà porté par un certain nombre de membres, notamment le SMEAG, l'NCJ, tout ça, qui vise à faire du stockage artificiel à partir d'eau prélevée en Garonne l'hiver, véhiculée éventuellement par le canal latéral de la Garonne et infiltrée dans les zones particulièrement propices pour justement recharger artificiellement l'hiver des nappes dont on pourrait récupérer une partie l'été et regonfler les niveaux d'étiage des rivières. Donc quelque part, oui, c'est une évidence, mais et c'est pas, je veux dire, on n'innove pas dans ce domaine-là. Il y a la ville de Paris qui le fait, à l'amont de Paris, il y a Lyon qui le fait. Voilà, on ne va pas avoir honte d'aller prendre de l'eau quand elle est abondante dans un fleuve, l'infiltrer artificiellement et la récupérer par la suite. C'est pas un gros mot, c'est au contraire, c'est quelque chose de très bien. Il faut que ça aille jusqu'à Bruxelles, comme dirait Jean-François. Je pense qu'il nous le dira tout à l'heure. Merci à Jean-Marc, on peut l'applaudir.